Donc, écoutez, comme convenu, on va donc tenter un voyage dans la pensée radicale des présocratiques. Et cette pensée radicale des présocratiques, pour que nous la comprenions dans les textes que nous allons lire ensemble, il faut rappeler que les présocratiques, comme Hegel les retrouvera, comme Marx les positionnera, jusque dans la pensée radicale d'aujourd'hui, en tant qu'expression des luttes radicales de l'homme qui se rapproprie son humanité, c'est d'abord et avant tout la compréhension que l'univers est une totalité, que le vrai savoir accueille cette totalité et que le tout est ce qui signifie la vérité profonde de toutes les manifestations de la vie. Contrairement au socratisme, au platonisme et à l'aristotélisme, qui feront rupture et qui, eux, ne partiront pas vers le tout dans un accueillement du logos, mais partiront dans une analyse du regard personnel qui regarde le monde et qui se l'approprie par séquences successives. Si je suis dans la mouvance et dans le parcours de Platon et d'Aristote et que je m'en vais vers Kant à travers tous les méandres aliénatoires de la philosophie de servitude et de connivence, j'établis des expériences, des savoirs qui découpent le monde en connaissances et en spécialités séparées. Je fais de la chimie, je fais de la physique, je fais de l'histoire, je fais de la géographie, je fais de l'arithmétique, je fais de l'algèbre, je fais de la géométrie, je fais de la poétique. Les présocratiques ignorent totalement ces savoirs séparés. Il n'y a qu'un seul et unique savoir, c'est le savoir de l'absolu et de la totalité qui prend la substance du monde en refusant le découpé aliénatoire qui, à partir de Socrate, se mettra en mouvement. Donc, pour comprendre cette richesse présocratique, j'ai sélectionné au hasard, parce que je me suis dit finalement, on pourrait prendre ça, 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 mais tout pose problème d'intelligence et tout pose problème de creusement. Donc, on va prendre un certain nombre de fragments et on va les prendre en grec pour voir que justement, la manière dont ils sont traduits n'est jamais indifférente et que très souvent, on est en situation de rencontrer deux chemins. Empédocle dit, en toute chose, il y a toujours deux chemins. Il y a le chemin du vrai, il y a le chemin du faux. Il y a l'amour vrai, il y a l'amour faux. Il y a la radicalité vraie, il y a la radicalité fausse. Il y a la subversion vraie, il y a la subversion fausse. Donc, en toute chose, il y a deux chemins. Il y a le chemin du vrai et il y a le chemin du simulacre. Donc, j'ai décidé de partir sur un fragment dont vous-même, vous m'avez assez souvent parlé, et sur lequel beaucoup de mes correspondants reviennent. Alors ce fragment, dans sa forme de traduction statique, parce que finalement c'est ça, ce qu'on va faire là, on va opposer la traduction statique à la traduction radicale, donc dynamique. La traduction statique, c'est ce qui structure la traduction universitaire, qui est basée sur le cogito, c'est-à-dire sur le je pense, sur le schio, sur le c'est, sur le schio qui a produit toute la schizoïdie scientiste. Schio, c'est le savoir froid du découpé scientifique qui, en expérience reproductive, établit la rationalité de ce qui va devenir la valeur d'échange en mouvement pour rentabiliser les espaces. C'est une lecture froide, c'est une lecture binaire, c'est une lecture statique. Et il y a la lecture chaude, qui est la lecture radicale, la lecture du sapio, sapio, savoir, saveur, sapience, c'est le recueillir tripal. Autrement dit, il faut lire les présocratiques, non pas par le neurone froid, mais pas par la tripe chaude. Alors, la traduction classique que l'on trouve pour ce fragment, c'est ce que beaucoup de lecteurs ont d'ailleurs du mal à comprendre, c'est « la nature aime à se cacher ». Alors les gens se disent « la nature aime à se cacher ». Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Alors, d'emblée, la nature aime à se cacher, ça ne peut rien vouloir dire. Il faut donc aller au contenu grec. Alors, je voudrais tout de suite rassurer vos éditeurs qui vont se dire oh, bah, c'est panique, c'est complètement affligeant, donc si je n'ai pas fait de grec, je ne peux pas partir chez les présocratiques et creuser cette pensée de richesse. Détrompez-vous, je le conseille à de nombreux correspondants, et je le fais d'ailleurs avec certains patients, même si vous n'avez jamais fait de grec, vous pouvez tout à fait rentrer dans le texte grec des profondeurs. Pourquoi? L'alphabet grec doit avoir 24 lettres.
sur ces 24 lettres, j'en ai 12 qui sont comme les lettres françaises, et j'en ai 12 qui sont particularisées dans un style grec spécifique. Mais tout esprit un peu vif, en une seule journée, prend sa grammaire grecque sur Internet ou sur papier, et il apprend les 12 lettres qui ne correspondent pas aux lettres françaises. Et le soir, quand il a terminé sa journée, il connaît parfaitement l'alphabet grec. Et une fois qu'il connaît parfaitement l'alphabet grec, il peut tout à fait s'acheter ou aller sur Internet et compulser le bailli, le dictionnaire grec-français, qui est un des plus pointus, un des plus riches. Et il a donc, parce qu'il connaît les lettres, la capacité d'entrer, la clé de la porte qui ouvre à toutes les terminologies et à toutes les richesses d'histoire, de sens et de signification de la langue. Autrement dit, j'ai jamais fait de grec, et je lis la nature aime à se cacher. En grec, cela se dit physis, krupsestai, philei. J'ai appris mes 12 lettres, 12 plus 12, ça fait 24. Je vais dans mon bailli et je vais voir physis. Et je vais voir physis à travers plusieurs termes. Et je vais voir physis dans le déroulement du temps. Et je vais voir physis dans les contradictions. Et je vais voir physis dans les complémentarités. Je vais donc, avec mon intelligence et mon dictionnaire, même si je n'ai jamais fait de grec, avoir la capacité d'être confronté à l'étendue infinie des sens possibles. Et je vais donc, à partir de là, pouvoir avoir des éditions bilingues que j'ai sur Internet ou que j'ai chez Guillaume Budet ou à la librairie Vrin. Donc, j'ai jamais fait de grec. Je lis physis, krupsestai, philei. Je vois tout de suite que physis, la nature, la traduction classique que je retrouve dans la plupart des productions éditoriales, elle est extrêmement, extrêmement restreinte, mais que surtout, elle est extrêmement, extrêmement tardive. Je suis sur un texte d'Héraclite, je me situe plusieurs siècles avant Jésus-Christ, je suis assez loin d'Aristote, et je suis très très loin du texte grec tel qu'on le parlera dans l'Empire oriental de Byzance. On trouvera d'ailleurs la même chose quand on aura l'occasion de travailler les évangiles. On verra que le mot ecclésia a de nombreux sens et que le sens d'église est le sens terminal et le sens le plus restreint. Les présocratiques sont au début. Il faut donc chercher les sens les plus ouverts. Et comme ils sont au début, il faut chercher les sens les plus archaïques. La physis, c'est pas la nature. Quand Aristote parle de la nature et qu'il parle de la physis, il a bien, suite à la révolution aliénatoire du socratisme, qui épouse le développement de la société de l'avoir, après que les communautés de l'être eurent été effectivement invalidées, un sens qui correspond à la valeur d'échange en mouvement de la société grecque. Le génos communiste a été aboli par le démos de la rentabilisation des valeurs en mouvement, et le mot physis a effectivement, à l'époque d'Aristote, et bien plus encore, un sens restreint, circonscrit et limité. Il a bien ce sens de physis, c'est-à-dire de la nature en tant que réalité dynamique de la vie qui est là, mais qui demeure là, comme quelque part une extériorité à l'homme, comme un environnement, comme un environnement. À l'époque d'Héraclite, le mot physis est encore dans une communion encore chaude et charnelle avec son origine indo-européenne. Il est donc très très éloigné de la physis simple environnement. Il exprime ce que Hegel, ce que Heidegger ont vu, ont compris, une racine première qui renvoie au foyer de l'être. La physis, c'est d'abord une projection du fuo, qui est ce qui sera formalisé comme forme passée en grec du verbe croître, du verbe grandir, et que l'on retrouvera dans la formulation latine « je fus ».
On est donc dans une problématique non pas d'environnement statique, mais de dynamique énergétique, l'énergeia, du croître, du grandir, du sortir, du développer, du déplier. Autrement dit, si je fais référence à la FU6, au FUO, au je fus, qui renvoie donc en tant que forme dynamique de l'essai E2SE latin, de l'einai grec, l'être, j'ai une compréhension que n'importe quel lecteur qui n'a pas fait de grec va pouvoir trouver dans le bailli s'il articule de manière dialectique et intelligente les sens pluriels et féconds des premières significations que l'on trouve dans la linguistique grecque qui découle de la linguistique indo-européenne. Autrement dit, Phoussis, si je le traduis comme les présocratiques, dans ce temps où la commune de l'être est morte et où la civilisation de l'avoir commence ses ravages, et que je comprends que les présocratiques sont des hommes d'alerte, ce sont des hommes d'éveil, d'éveillance, d'émerveillance, mais des hommes d'alerte qui indiquent ce qui est en train de mourir. Héraclite ne peut donc pas, puisqu'il parle d'un temps où la physis aristotélicienne, comme simple environnement de rentabilisation, est en train de se solidifier et se construire, en parler comme Aristote. Il en parle bien longtemps avant, comme quelque chose qui ne s'est pas encore réalisé sous la forme qu'Aristote va désigner. Il en parle donc comme de la forme première, primordiale, essentielle, et non dégénérée. Donc, cette physis cruxetai philei, ce qui est intéressant, c'est toujours de traduire par articulation dialectique. Avant de trouver l'articulation générale, je trouve les articulations singulières. Donc, la nature, qui serait la bonne traduction aristotélicienne, quoique encore incomplète, elle est forcément la très mauvaise traduction héraclitéenne. Si je veux traduire Phusis d'un point de vue héraclitéen, je prends cette dialectique de communication entre la racine indo-européenne, la racine grecque et toutes les ramifications que je vais pouvoir trouver, puisqu'il y a dans Phusis qui renvoie à Esse et à Einai, il y a aussi Vesta, c'est-à-dire les foyers, le foyer de l'être en son mouvement de feu. Donc, Phusis, c'est le croître, c'est le grandir, c'est l'autogénération, c'est l'automouvement, c'est l'autodépliement à l'infini de quelque chose qui donne enfin sa consécration parce qu'il va au bout d'un mouvement qui emplit la totalité du monde. Et la Phusis, c'est le mouvement du développé de la totalité du monde en tant que dialectique, dialectikos, qui crée le généré universel. Donc, si je veux traduire Phusis, il me faut au moins 10 à 12 mots pour synthétiser cette fertilité cosmique en mouvement qui contient à la fois la nature mais l'histoire, l'universel et la singularité, le particulier et le tout, l'animalité mais l'humanité, les minéraux mais les végétaux. C'est le croître de tout cela, mais ça n'est pas que le croître de tout cela, puisque c'est le croître de tout cela avec l'ensemble des parties constitutives qui se parlent en elles-mêmes et entre elles-mêmes. Hegel rappellera, lui qui est toujours revenu au présocratique, que le tout est supérieur à la somme des parties. La Phusis, ce n'est pas la somme des parties cosmiques qui font le tout du grandir du monde. C'est l'articulation dialectique et générique qui synthétise toutes les parties en une unité supérieure qui fait que justement, c'est le mouvement du généré universel. La Phusis est le mouvement du généré universel. Cruxestai philei. Philei,
c'est la troisième personne du singulier de philo qui a donné philo, la philosophie. Philo, c'est aimer. Mais c'est un aimer qui est gigantesque. Quand je dis que j'aime ma compagne et que je l'aime d'une ardeur érotique infinie, et que dans l'acte sexuel d'amour, qui n'est pas que sexuel, mais qui est tendresse infinie de compréhension historique, je dis philo, je dis phileia. Mais je dis philo et je dis phileia parce que l'amour de ma compagne est dans l'amour du tout, de la grande compréhension universelle qui va précisément produire la sagesse comme Sophia. La philosophie, c'est pas aimer la sagesse comme on aime la bicyclette, comme on aime le pastis ou la natation. C'est un philo tripal qui dit universel au sens où c'est une universalité qui s'empare de tout. Derrière l'amour de ma compagne, il y a l'amour du monde. Derrière la philosophia, il y a la sagesse du monde comme histoire en mouvement de plénitude des hommes. Donc, ce phileia, c'est pas aimez-vous le dernier film de XY. C'est un aimer d'une autre nature. C'est une appréciation de radicalité ontologique. C'est une propension dynamique à se définir par un agir donné. Donc, la nature aime à se cacher, on a déjà éliminé nature, et on va aimer le sens large et étendu de l'aimer radical. On ne va pas traduire aimer au sens où j'apprécie, ça me fait plaisir, au sens réducteur et réduit des aliénations contemporaines. C'est un amour tempête, c'est un amour savoir, c'est un amour tendresse, c'est un amour de radicalité et surtout d'infinie signifiance. Parce que ce phileia, en relation avec Phusis, qui nous a bien signifié le mouvement du généré universel, il s'étend. Puisque c'est le mouvement du généré universel, le phileia dont il est question ne peut être qu'un phileia de génération universelle, donc d'universalisation du généré, comme pratique, comme action, comme sensualité dynamique d'incarnation et de transformation. Donc, j'ai réglé Phusis, j'ai réglé phileia, maintenant, je vais régler krupsestai. Krupsestai, c'est un verbe grec qui renvoie effectivement au caché, mais plus encore au voilé. Il faut savoir, pour vos auditeurs, qu'il y avait un jeu. Il y avait un jeu en Grèce pour les enfants, et ce jeu, on l'appelait le Krouptida. Et on pourrait dire que ce Krouptida, c'était un jeu par lequel les enfants jouaient à chat, chat perché, cache-cache, mais c'était un cache-cache dynamique qui n'était pas simplement un « je me cache, je me découvre ». Ça introduisait une dynamique de communication où on n'était pas simplement dans une activité d'un enfant qui joue avec un enfant, mais d'un enfant qui joue avec un enfant dans une pérégrination spatiale et temporelle qui permettait de comprendre ce qu'était le temps et ce qu'était l'espace. Donc, c'est quelque part, à partir du moment où j'ai la Phusis et le phileia, un cache-cache d'une autre nature, un cache-cache d'activité qui n'est pas simplement quelque chose de statique, mais quelque chose qui fait épreuve, et qui fait épreuve dans les traductions que l'on veut donner aux termes les plus proches de la radicalité de Phusis et de phileia. Ben je pense qu'il faut en revenir à ce qu'a vu Hegel et ce que verra Heidegger, c'est la compréhension du voile et du dévoilé. Puisqu'on est dans la physis de l'infini et qu'on est dans le philo de l'infini, on n'est pas simplement à faire un cache-cache enfantin, plus élaboré, adulte, plus radical. On change quelque part de nature puisqu'on va produire en quelque sorte un cache-cache ontologique.
Donc le cache-cache ontologique, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la soustraction. Le cache-cache primaire d'un enfant qui joue, c'est la notation du fait que l'enfant se soustrait au regard de l'autre enfant avec lequel il joue. C'est un soustraire qui voile, qui dissimule. Mais c'est un soustraire qui, en voilant et en dissimulant, a pour visée de ne plus soustraire, de ne plus dissimuler, et au contraire, quelque part, d'arborer la réalité prédissimulée. Il y a donc une dialectique dévoilée, voilée. Donc, je ne connais pas le grec, je suis dans mon bailli, et malgré le fait que je ne connaisse pas le grec, j'ai là toute une série d'éléments qui vont me permettre de réorganiser la traduction, non pas à partir du grec, entre guillemets, terminal, qui va trouver sa forme la plus asséchante dans les symphonies platoniciennes et aristotéliciennes, mais un grec ouvert, de profondeur, d'enrichissement absolument absolu, vers les ardeurs premières de la primordialité. Rappelons-nous toujours que le primordial, c'est le premier, mais c'est en même temps l'essentiel. Primordial, ça a deux sens. Donc, c'est parce que je suis au plus près des communautés de l'être, au plus loin des sociétés de l'avoir, au plus près de ce qu'était le génos communiste de la radicalité grecque pré-civilisationnelle, que j'ai la capacité de désigner, dans ce texte présocratique, quelque chose qui est en train de mourir, puisque je suis en train de basculer dans la société de l'avoir réalisé. Je renvoie à ce niveau-là vos lecteurs au texte d'Engels sur l'origine de la famille, de l'État et de la propriété, puisque Engels a bien positionné le passage du génos au démos. Nous sommes là au passage du démos. Héraclite écrit en un temps où la communauté est morte, mais où les effets de sa mort continuent de rappeler qu'elle existait. Il nous parle donc de la phusis d'avant, du philei d'avant, et il nous parle aussi du krupsestai philei d'avant. Donc, j'en arrive maintenant à la synthèse la plus établie, la plus élaborée, et je dirais la plus fidèle à cette primordialité qui dit le premier, mais l'essentiel. Et j'aurais tendance, tout en sachant que ma traduction-là ne peut pas tout dire, puisque phusis, krupsestai, philei, c'est trois mots, pour les traduire dans toute la complexité riche du grec radical primordial que le français d'aujourd'hui, malgré toute sa richesse linguistique, n'a pas, je suis obligé de faire resserrement des mots. Donc le resserrement des mots, la nature aime à se cacher, ça j'évacue, parce que c'est totalement antithétique à la réalité du texte, et je dirais moi, le mouvement du généré universel de la totalité du monde s'apprécie dès lors que l'on comprend qu'il se soustrait à l'opinion première. Dès lors qu'il se soustrait à l'opinion première. Parce que l'opinion première, telle qu'elle regarde la phusis, elle ne peut pas la voir. Il y a entre la phusis et l'homme qui la regarde le fait que la déchéance du primordial au civilisationnel a enrobé la phusis dans une soustraction à l'immédiateté. La phusis s'est médiatisée, et ce qui pour les chasseurs-cueilleurs, ce qui pour les Grecs premiers était immédiat, est devenu médiat. Dès lors que j'ai la souvenance de cette primordialité, et que je suis dans la phase historique où la société du démos de la valeur d'échange s'est mise en mouvement, phusis, krupsestai, philei, signifie que le mouvement de cette primordialité qui dit le croître, qui dit le grandir, qui dit le déployer de toute la richesse ontologique du monde, se soustrait nécessairement à l'opinion première. Autrement dit, on a déjà, et quelque part c'est quelque chose de merveilleux,
On a déjà dans ce Fusis Cruceptae Filei la formule de Hegel dans la phénoménologie de l'esprit, qu'il reprendra dans la logique. La vérité s'inscrit toujours en apparence. Qu'est-ce que la Fusis? C'est le mouvement du généré universel en sa vérité fondamentale de vérité autofondatrice. Et elle s'inscrit nécessairement en négative des apparences, parce que les apparences, c'est le monde de l'opinion première. Et mon opinion première, mon émotion narcissique substantielle, là, posée comme émoi, égotiste, coupé de tout arc historique, ça va nulle part. L'opinion première est toujours une imposture prisonnière des apparences. Autrement dit, on a dans cette pensée radicale présocratique quelque chose d'effectivement fantastique, parce qu'on a en quelque sorte là l'un des préambules par lesquels Hegel comprendra que ce qu'il appelle le concept, c'est-à-dire le mouvement du généré universel, puisqu'il reprendra cette dialectique-là, s'oppose par nature radicale à l'opinion première. Et que fera Hegel dans la phénoménologie de l'esprit? Et qu'est-ce qu'il reprendra dans la science de la logique? C'est que le parcours phénoménologique du savoir de l'expérience doit passer de l'apparence à l'essence, et une fois qu'il est en l'essence, mettre en jeu le dialogue conceptuel entre l'apparence et l'essence pour faire comprendre que l'opinion première est précisément ce que je dois renverser pour accéder à la Fusis, qui n'aime pas se cacher, mais qui, par le passage du primordial au civilisationnel, s'est soustrait à la vie des hommes, et donc à leur opinion première. Je ne sais pas si ça vous satisfait, et si vous pigez finalement toute cette dimension qui est d'une richesse incroyable. Parce que quand on prend en Garnier Flammarion, ou même en Pléiade, ou dans n'importe quelle édition, le texte, et la nature aime à se cacher, on part dans toutes les directions, et finalement, on ne voit pas où ça va. Bah, attendez, parce que moi, je me rappelle d'une traduction que vous m'aviez filée, où vous parliez des contraires dialectiques. Exactement. Alors attendez, je vais essayer de vous la retrouver, et puis peut-être que ça peut compléter un petit peu, parce que vous m'avez dit de toute façon, on peut pas vraiment traduire entièrement, non. Mais ça peut apporter un petit peu, je pense, à la traduction. Alors attendez. Parce que donc là du coup on fait dans la deuxième, car le penser et l'être sont une même chose. Ça. Donc alors attendez. Non mais là c'est intéressant parce que aussi vous donnez les outils pour le faire soi-même. C'est-à-dire que c'est pas difficile, hein, c'est ça. Il faut surtout que l'auditeur comprenne que un homme de désir est toujours un homme d'intelligence. Ouais. Et un homme de désir est toujours plus intelligent qu'un homme d'intelligence sans désir radical. L'universitaire le plus hellénisant qui soit, même agrégé ou docteur en grec, il n'a pas, s'il l'a pas, la flamme de radicalité pour saisir la charnélité de la Fusis. Pour saisir la charnélité de la Fusis, il ne faut pas être dans le cogito ou dans le schio, il faut être dans le sapio de la radicalité. Donc, j'ai beau avoir toutes les médailles du crétinisme universitaire de la marchandise, et je suis un spécialiste linguistique avéré du grec, si j'ai pas la flamme de radicalité d'automouvement de la Fusis, je vais lire mon texte comme je lirais une addition de 3 pots de petits pois en conserve. Ouais. Mais je passerai à côté. Voilà. C'est ça. Par contre, si j'ai jamais fait de grec, et que j'ai la flamme, moi je veux dire, j'ai fait des études de grec assez longtemps, j'avais quelques camarades d'études qui avaient la flamme, et il y avait vraiment un feu d'ouverture pour aller dans ces textes-là. Et puis j'avais les perroquets récitatifs. Ils sont passés à des années-lumière du texte. Alors ils le comprenaient très bien dans sa syntaxe statique, mais ils ne comprenaient strictement rien dans sa flamme insurrectionnaire. Bah alors, je vous dis, la traduction que vous aviez réussi à me faire, c'était le naître cosmique est la force productive de son autocroissance,
dont la dynamique des contraires dialectiques est toujours dissimulée au simple regard de surface. Voilà. Donc je trouve celle-ci, elle est intéressante aussi au niveau des forces productives. Les deux se valent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les deux se valent, et elles se valent parce qu'elles ne sont pas uniques. On peut en faire une troisième, on peut en faire une quatrième, parce que la richesse conceptuelle et sémantique de ce grec du temps de la primordialité morte, mais encore vivante dans le souvenir des hommes, est d'une richesse infinie. Ouais. Si vous voulez, je dirais qu'on a les deux antipodes. On a la langue anglaise contemporaine dans sa forme phénoménale de simple outil pour le commerce des hommes aliénés, tel que la perfide Allion l'a généré par la grande révolution anglaise, qui est la langue la plus pauvre du monde. Et on a le grec dans sa forme riche de radicalité infinie. Et d'ailleurs, on peut même se poser la question, est-ce qu'il est possible de traduire ce fragment d'Héraclite avec le support linguistique anglais, qui est bardé de mots. Il y a une très grande richesse dans l'apparaître premier dans la langue anglaise. Il y a énormément de termes, mais il y a une pauvreté infinie dans la dynamique ontologique qui relie les termes. Donc comment traduire ça en anglais? On peut répondre que c'est impossible. De toute façon, les fragments des présocratiques, les fragments, c'est 3 mots, 5 mots, et c'est extrêmement riche. Voilà. Et justement, on remplace le qualitatif par le quantitatif, quoi. Donc, allez-y pour le deuxième fragment. Alors, étant donné que je me suis beaucoup occupé de ce premier fragment, je pensais prendre les autres en complémentarité. D'accord. Là, nous étions sur Héraclite. Là, on va passer chez Parménide. Là encore, la vision statique universitaire, dans sa forme, je dirais, la plus bétifiante, elle oppose Héraclite et Parménide à travers des catégories aliénatoires. Parménide, c'est l'homme de l'être, et Héraclite, c'est l'homme du devenir. Point. Si on lit les fragments sur la Phusis, tels que Héraclite et Parménide les ont écrits, c'est beaucoup plus riche que ça. Bien évidemment que Parménide s'est relativement plus arrêté à la forme de l'être, alors que Héraclite s'est davantage arrêté à la forme du devenir. Mais la forme du devenir héraclitéenne désigne l'être. Et la forme ontologique de l'être parménidéen désigne le substrat du devenir. Donc c'est beaucoup plus complexe que ça, et moi je conseille aux auditeurs d'aller dans une terminologie dialectique et dans une perspective historique ouverte, où le devenir appelle à l'être, où l'être appelle au devenir, et où Parménide et Héraclite dialoguent en permanence, en ce sens qu'ils sont complémentaires dans une même unité matricielle. Alors j'ai choisi un fragment de Parménide qui est assez simple, et qui est aussi, lui, très riche, et quelque part, il prolonge. Alors, le fragment nous dit « Togar auto noen, estim te kai einai ». Bon, alors, on a des formules grecques. Togar, on le retrouve dans plein de textes. Tekai aussi. C'est des formulations logiques de basculement du texte qui signifient « en effet »,« mais »,« cela explique ». Donc, c'est des formules un petit peu non pas passe-partout, mais d'ouverture universelle qu'on retrouve dans tous les textes grecs. Ce qui est intéressant, c'est de partir des deux armatures essentielles. Donc, on a une armature essentielle pour la langue et pour la signification de ce que veut dire Parménide, c'est le noein. Noein. Et on a une autre formulation importante qui est einai. On a vu tout à l'heure, quand on a vu Phusis, que la Phusis, le Phuo, il renvoie à l'einai. C'est-à-dire que la Phusis, qui est le devenir infini du croître, est ce qui définit l'être. Qu'est-ce que l'être? C'est le devenir infini du croître, parce que précisément, la richesse de l'être, c'est d'être un autodéveloppement. L'être n'est pas immobile. L'être
et la mobilité de sa richesse identitaire, telle qu'elle positionne le devenir des hommes en la nature cosmique de ce qui fait l'histoire de leur parcours existentiel et qui permet de comprendre la réalité ontologique absolue de leur caractérisation fondamentale. Donc, einai, la forme être en grec, einai, elle renvoie bien évidemment à phusis, parce que pour les Grecs, l'einai n'a de sens qu'au regard de la phusis. C'est la phusis qui positionne l'einai, tout comme Héraclite considérait que c'était le devenir qui posait l'être, et tout comme Parmenide considère que l'être est ce qui fixe la cohérence du développement, donc la justesse du devenir. Et entre Noé et einai, j'ai esti, qui veut dire être, troisième personne du singulier. Alors, qu'est-ce que le noein? Noé, noésis, c'est une vieille racine qui nous renvoie à logos. Le logos, c'est la rationalité du monde, mais c'est la rationalité du monde, non pas sortie de la tête de ceux qui regardent le monde, c'est la rationalité du monde comme automouvement du monde qui se déploie lui-même dans son devenir, c'est-à-dire dans sa phusis. Et ce qui fait la logique de ce devenir comme logique du monde en la phusis, parce qu'il n'y a pas de logique hors la phusis. Le logos, c'est l'automouvement du monde. Le logos, c'est la parole. Le logos, c'est la rationalité. Et ça vient d'une vieille racine indo-européenne, log, qui renvoie à ce temps où les chasseurs-cueilleurs étaient donc des cueilleurs, des recueilleurs, des accueilleurs, c'est-à-dire des hommes qui, de la même manière qu'ils accueillaient les baies qui tombaient entre leurs mains et le gibier qu'ils chassaient, accueillaient la plénitude du monde. Le skio pathologique de la valeur d'échange en mouvement s'approprie le monde dans une extension de rentabilisation successive qui fait des hommes les propriétaires aliénés d'un monde approprié. Les chasseurs-cueilleurs ne sont pas dans ce rapport d'aliénation, ils sont dans un rapport d'humilité, homo, humilis, profondeur de terre, ils accueillent le monde et ils accueillent le monde dans son logos, c'est-à-dire dans sa radicalité universelle qui dit le sens, le logos fait sens. Ce n'est pas l'homme en regardant le monde qui trouve au monde qu'il y a du sens. Le sens nous est donné par le logos en nous, et le sens est à la fois signification et sensualité. C'est pour cela qu'il est sapio, et c'est pour ça qu'il est sapiens. Donc, c'est le logos qui fonde le monde, et le logos, dans sa forme accomplie, exprime le noein. Le noein, c'est le sens, c'est la signification du sens, et c'est le sens de la signification. C'est la destination du logos, c'est le mouvement par lequel le logos s'incarne dans le monde. Donc, le noein de Parménide, il est lié à la phusis que nous avons vue tout à l'heure chez Héraclite. Parce qu'il y a dans le noein la trajectoire dialectique de la phusis, et dans la trajectoire dialectique de la phusis, il y a le posé du noein sur le monde comme expression radicale et rationnelle du fait que le monde a une destination. Il a donc une signification, et le sens du monde, c'est d'appréhender sa destination comme signification ontologique. Donc le noein, c'est pas simplement le penser. Très souvent, si vous allez retrouver ce fragment dans un certain nombre de traductions statiques, de manière courte, on vous traduit ça par « le penser et l'être sont une même chose ». Le penser et l'être sont une même chose. Ça ne peut pas être une chose, puisque déjà c'est une dynamique. C'est une dynamique par laquelle l'être et le devenir se parlent dans le noein, dans le logos et dans la phusis. Ça ne peut donc être qu'un croître, qu'un développé, qu'un déplié, qu'un déployé. Autrement dit, togar auto noein estin tekai einai, je ne peux le traduire que par le noein, c'est-à-dire la signification du logos, le mouvement du croître
du penser la richesse du monde, du penser la physis, qui lui-même vient de la physis. Parce que quand je pense la physis du monde, je ne la pense pas à travers la coupure socratique qui va conduire à l'empire kantien, à travers tous les méandres de la philosophie aliénatoire de la modernité telle que Hegel la cassera. C'est-à-dire que la logique du monde, ça n'est pas l'homme qui la découvre en creusant le monde avec des appareillages extérieurs au monde. La logique du monde, comme Noé de fertilité, c'est l'automouvement de cette physis qui se déploie comme logos, et le logos, comme richesse rationnelle du monde, se matérialise dans la signification. Et le Noën, c'est cette matérialisation de signification qui dit l'acte du penser, l'acte du comprendre, mais non pas comme subjectivité narcissique, mais comme objectivité mondiale de l'être qui communie avec le monde. Et à partir de là, la traduction de cohérence, c'est la signification du comprendre le monde, la signification du comprendre le monde en son déployé de logos tel qu'il fait le Noën, et l'être du logos sont le même mouvement. Ça ne peut pas être une chose, c'est sont le même mouvement. Donc, la pensée des hommes est juste, parce qu'elle n'est pas la pensée des hommes narcissiquement articulée sur une perception d'opinion. On en revient à Héraclite. La pensée radicale, comme Noën, comme signification du logos, ça n'est rien d'autre que l'être qui parle en l'homme, qui fait signification. Donc, l'acte du pensée radical et l'être du monde, comme universalité du logos et de la physis, sont en le même mouvement d'interaction. Et c'est là où j'en arrive à ce qui est décisif, pas de pensée personnelle, pas de subjectivité narcissique. Est vrai ce qui est impersonnel. Est vrai ce qui est impersonnel. Car le pensée juste du Noën n'est pas une pensée de création personnelle. C'est l'automouvement impersonnel du Noën, comme physis, qui vient éclairer mon sapio, ma tripe consciente. Ma conscience, c'est le corps du désir de mon cœur. C'est mon corps en mouvement de conscience. C'est la totalité générique qui fait que je ne suis pas séparé. Je n'ai pas une conscience, un sexe, un corps, une âme. Je suis une unité générique de désir vivre. Et c'est moi, dans mon unité générique de désir vivre, qui, quand je suis en communion avec le Noën, le logos, la physis, qui sont finalement des mots qui disent la même chose à un niveau différent. On pourrait dire que le Noën, la physis, le logos, c'est des instants du déployé dialectique de la richesse du monde. Donc, le penser vrai ne peut pas être autre chose que la dialectique d'extériorisation du monde réel, vrai, en tant que Noën, en tant que physis, en tant que logos. Et là, le fragment parménidien, il répond, on pourrait presque dire dans un dialogue amoureux avec le dialogue d'Héraclite, puisque c'est tout l'amour du monde, c'est tout l'amour des êtres qui, dans la physis et dans le Noën, dit que ce que dira Marx plus tard, je rappelle à vos auditeurs que la thèse de doctorat de Marx, c'est Démocrite et Épicure. On n'est plus sur Héraclite et Parménide, mais on est dans un débat sur l'atomistique classique grecque qui renvoie à toutes ces problématiques-là. Et Marx dira souvent, quand je dis quelque chose d'important, ça ne sort pas de mon cerveau, c'est l'expression dialectique et historique du mouvement réel. Les communistes n'ont rien inventé, les communistes n'ont pas produit une théorie nouvelle, ils expriment la radicalité ontologique du mouvement réel de la subversion mondiale. Et c'est ce que nous dit Parménide à un autre moment, dans une autre séquence dialectique. Le vrai penser
le Noein n'est rien d'autre que le mouvement de la réalité profonde du Logos qui se déploie en la pensée de celui qui pense avec justesse. D'accord. Ça vous va? Ben, alors faites un petit résumé, du coup, dites le fragment, et puis en résumé, en synthétisé. Alors en synthétisé, si vous voulez, je reprends Togar auto noen, estin te kai einai. Le pensée qui fait signification et l'être de la signification en tant que vérité du monde expriment le même mouvement. D'accord, parfait. Alors oui, du coup, justement, en fait, à un moment, vous avez parlé donc du sapio, oui. Et vous avez parlé de sapiens. Oui. Et en fait, j'ai immédiatement pensé à Homo sapiens. Parce que, alors, du coup, est-ce que vous pouvez expliciter un petit peu parce que bon, il y a l'Homo sapiens, mais il y a d'autres Homo. Donc, il y a Homo erectus, par exemple. Quand on parle de l'Homo sapiens, on parle en quelque sorte d'un moment décisif où l'homme n'est plus simplement un homo faber, c'est-à-dire un homme qui a des techniques, un homme qui a des pratiques, mais il est sapiens au sens il devient sujet historique, préhistorique, en capacité de produire des significations explicatives, pas simplement de la petite fabrication que faisait le faber, mais quelque part d'un ordonnancement de son monde et donc d'un ordonnancement du monde. Mais il faut prendre garde au fait que le sapiens dont parle l'archéologie ou la préhistoire, c'est effectivement un sapiens étroit, technique. La sapiens telle qu'elle était parlée au Moyen-Âge, puisque ce mot a disparu plus ou moins de la langue française, il est encore usité, mais si vous voulez, dans des formes précieuses. Les gens ne disent plus la sapiens. Il y a dans la sapiens quelque chose de plus que le savoir. La sapiens est un savoir de saveur qui dit la sagesse. C'est quelque chose d'extrêmement profond. Donc, il faut en revenir à l'étymologie de sapio, parce que même la sapiens médiévale, qui est riche, qui est beaucoup plus riche que le simple sapiens technique des préhistoriens contemporains, on est déjà loin des temps primordiaux du sapio premier. Dans le sapio premier, à la limite, je dirais que, puisqu'il vient de la préhistoire, il est un reniflé. Il y a dans sapio renifler le champ des émulsions et des émois du monde. Le chasseur-cueilleur, quand il partait en chasse, il avait bien évidemment une capacité analytique, mais il avait aussi une capacité de saveur, au sens où, si nous, on part tous les deux tout à l'heure dans la forêt et qu'on se retrouve face à des pistes, il y en a plein qu'on ne verra même pas. Il y en a quelques-unes qu'on verra, mais qu'on ne sera certainement pas en capacité de comprendre. Le chasseur-cueilleur, sur la piste de la vie, était un homme de sapio qui équilibrait toutes ses sensations, toutes ses sensualités dans un rapport de savoir au monde, qui était étayé bien évidemment sur le comprendre, mais qui était étayé sur un comprendre du corps, sur un comprendre du cœur, et de la même manière qu'il savait suivre une piste dans la forêt lorsqu'il chassait, il avait fait du monde toute une série de chemins et de pistes qui conduisaient à l'émerveillement infini de la totalité générale. Donc, le sapiens primordial, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus riche que ce sapiens qui aujourd'hui demeure dans une articulation catalogue préhistorique. D'accord. Ben, du coup, là, le dernier fragment, alors moi, c'est quoi encore? Alors moi, je vous proposais le dernier fragment sur Héraclite et sur l'arc, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ce fragment et m'ont dit « mais je ne comprends rien ». Alors, le fragment, il faut repartir du texte grec. Le fragment, si je le lis en grec, il dit ceci, il dit « to, tozo, onoma, bios, ergon de thanatos ». La plupart du temps, il est traduit dans les traductions universitatiques par le nom de l'arc est vie, mais son action est mort.
le nom de l'arc est vie, mais son action est mort. Ou on trouve aussi, mais son ouvrage, ou sa conclusion, ou sa conséquence. Donc, le nom de l'arc, c'est la vie, mais sa conséquence, c'est la mort. Alors, les gens se disent, mais qu'est-ce que ce truc peut bien vouloir dire? Alors déjà, pour comprendre ce que ce truc veut bien vouloir dire, il faut en revenir à l'étymologie. Totozo onoma bio, ça signifie, pour ce qui concerne l'arc, tozo, c'est l'arc. Pour ce qui concerne l'arc, onoma, son nom, la manière dont on le désigne, c'est bios. Bios que l'on retrouve dans biologie. Mais à l'époque homérique, l'arc peut se dire sous une autre forme, bios. Et à l'époque homérique, on n'est pas dans la rigueur des accentuations ultérieures. J'ai donc face à moi écrit sur une tablette bios, et bios veut dire aussi bien vie que arc. Donc, si bios veut dire aussi bien vie que arc, dans la primordialité qui nous renvoie à la phase homérique, bios, en tant que désignation, dit la vie, c'est-à-dire cette dynamique de la phoussis qui fait que les êtres sont vivants, mais c'est en même temps le mot qui renvoie à tozo, cet autre bios. Et qu'est-ce que ce bios qui est arc? C'est une technique, c'est un outil qui, lorsque je le fais vibrer et que la flèche est décochée, a pour première fonction de tuer. Donc déjà, là, ça devient plus compréhensible. Pourquoi, si l'arc veut dire la vie, il a aussi pour pratique, pour action, pour surgissement et pour conséquence la mort? Tout simplement parce que le mot bios, qui veut dire la vie, qui dit en même temps l'arc, implique nécessairement que l'arc veut dire la mort, puisque quand la flèche est bien décochée, elle tue. Donc, la bonne traduction, c'est pas l'arc dit la vie, mais il a pour conséquence la mort, c'est bios comme énergie, parce que bios en tant que vie, c'est l'énergie de la vie, c'est donc une énergie. Donc l'arc, en tant qu'énergie, en tant qu'action, a deux significations. Il dit la vie qui se déploie en la phusis, mais il dit la mort qui se déploie en la phusis, parce que la mort n'a pas de sens sans la vie, et parce que la vie n'a pas de sens en la mort, et sans la mort. Donc, l'arc qui tue dit aussi la vie. À un niveau premier élémentaire, c'est parce que le chasseur tue qu'il peut vivre. Mais à un niveau beaucoup plus important, ça nous renvoie à la symbolique de la transformation et au travail du négatif. C'est parce que l'arc tue que l'arc est vie. Si je tends un arc, j'ai effectivement cette corde qui vibre, qui est en quelque sorte la métaphore de ma propre vie. Qu'est-ce qui fait qu'un homme est vivant? C'est qu'il vibre. Quand on dit d'un homme qu'il est éteint, quand on dit d'un homme qu'il est mort, même si biologiquement il mange, même s'il dort, même s'il ronfle, même s'il va aux toilettes, même si le substrat organique de l'aliénation humaine existe, on dit il est mort, il est éteint. Qu'est-ce qui fait donc qu'un homme biologique, même s'il n'est pas encore mort en tant que cadavre, est déjà mort en tant que sujet historique? C'est qu'il ne vibre pas. Il n'a pas la corde du bios. Je suis dans le bios parce que j'ai la corde du bios qui vibre et qui peut décocher des flèches. Au-delà du chasseur-cueilleur qui tue le gibier pour se nourrir, je dois, durant toute mon expérience historique, avec les flèches de mon énergie ontologique, tuer
tout ce qui fait antithèse à mon surgir existentiel de désir réalisé et d'homme épanoui. Donc vivre, c'est constamment tuer la mort. Je suis vivant parce que je tue la mort. Je suis vivant parce que l'arc qui me fait vibrer me donne en même temps la possibilité de produire la négation de ce qui me nie. Et on retrouve là encore la problématique de la phénoménologie de l'esprit quand Hegel dit « vivre, c'est nier le donné initial ». Vivre, c'est tuer la mort. Vivre, c'est anéantir ce qui veut nous anéantir. Et on aboutira ainsi à la critique du fétichisme de la marchandise et à la problématique du ressaisissement humain. Quand Marx, dans les manuscrits de 1944, dit que ce qui fait la clé de l'aliénation contemporaine, c'est le dessaisir. Le dessaisir est le lieu où l'homme ne vibre plus parce que l'homme est dépossédé de l'arc qui tend sa jouissance, qui tend son épanouissement, qui tend la réalisation de son essence générique en tant qu'homme de l'être générique en la Gemeinwesen. Et on retrouvera la même chose dans le fétichisme de la marchandise quelques décennies plus tard, quand, approfondissant la théorie de l'aliénation, Marx montre que le fétichisme de la marchandise qui nous fait res présuppose que pour que nous vivions, nous devenions des agents actifs de l'abolition de la réification. L'abolition de la réification, c'est l'arc de la vie qui se tend en tant qu'être générique, qui se réapproprie la vraie vie de l'épanouissement des jouissances essentielles contre l'enfermement dans la domestication et l'aliénation. Autrement dit, l'arc désigne par le mot bios, qui est une de ces définitions dans le temps primordial de l'époque homérique, quelque chose qui dit la vie mais qui dit la mort, et c'est précisément parce que l'œuvre de Bios est la mort que l'œuvre de Bios est la vie. J'ai donc un travail dialectique sur les deux Bios, mais qui ne sont pas séparables. Il faut au contraire que je les fusionne dans cette compréhension radicale que l'exister, ex-ister, le sortir de soi en tant que pour-soi radical, tel que c'est posé par Hegel, tel que c'est posé par Marx, ça nous renvoie à cette problématique présocratique de la vibration de l'arc. L'arc, pour vivre, pour dire la vie de l'homme, pour dire la plénitude existentielle de son épanouissement, doit dire la mort de tout ce qui nie la vie. Vous voyez ce qu'il faut creuser. Oui, bien sûr. Donc, mais là, c'est très facile pour quelqu'un qui n'a pas fait de grec, parce que quelqu'un qui n'a pas fait de grec, bon, il va tomber sur tozo, l'arc, sens courant. Le terme usuel pour l'arc, c'est todzon. Mais il va voir après que bios, en forme archaïque, c'est l'arc, puis en forme maintenue, c'est la vie. Donc il va pouvoir faire la liaison, et il va comprendre que si Héraclite a fait ce jeu de mots, c'est pas un jeu de mots, c'est un jeu de signification. Et comme on l'a vu tout à l'heure, puisque la signification du monde et la signification du pensée sont le même mouvement, le jeu de mots renvoie à un jeu d'histoire en le monde, et donc à un jeu ontologique de signification. C'est bien parce que l'arc dit la mort que je dis la vie par le même mot, et c'est parce que je dis les mêmes mots par les mêmes significations que je peux trouver la vibration existentielle qui résout cette contradiction dans une synthèse supérieure. Et là, on retrouve Hegel, la vie et la mort en dialogue, qui, dans une synthèse supérieure, font la vérité de l'existence. Oui, c'est l'affirmation, la négation et la négation de la négation. Exactement. Donc c'est pour ça, si vous voulez, que les présocratiques sont prodigieux, mais pour saisir à quel point c'est prodigieux, il faut surtout que je sorte de la traduction statique, un mot égale un mot, trois mots égale trois mots, petite phrase égale petite phrase. Il faut que je déploie la richesse ontologique et linguistique de ce qui est produit par le mot grec, pour qu'à partir de là, je le restitue dans plusieurs mots français, articulés dans un dépliement. Voilà. Non, mais surtout, ce que les gens doivent comprendre, c'est que il n'y a pas besoin, en fait, que vous, individuellement, vous fassiez une traduction.
ils peuvent très bien le faire eux-mêmes s'ils creusent vraiment chaque mot. Voilà. C'est-à-dire que bon, en fait, vous, quand vous traduisez, ça aide énormément, ça donne une direction. Mais comme en plus, là, vous avez donné deux traductions finalement pour le premier extrait. Et en fait, il pourrait y en avoir plus. Il pourrait y en avoir plus. Donc, parce que si vous voulez, à partir du moment où je dis que Fucis, c'est le croître cosmique de la radicalité du monde dans sa richesse infinie, c'est pas mal. Mais ça n'éprouve pas la totalité du sens de Fucis, qui après, une fois que j'ai parlé de cela, comme je viens d'en parler, nécessite d'expliquer ce que dira Hegel plus tard. Hegel dira, l'histoire, c'est la nature prenant conscience d'elle-même. Mais l'histoire, c'est la nature prenant conscience d'elle-même, c'est contenu quelque part dans l'étymologie radicale de l'ontologie de Fucis, puisqu'il y a dans la Fucis, il y a la nature, il y a la conscience de l'homme, il y a le déployé de l'homme, il y a l'histoire du déployé de l'histoire de l'homme dans l'histoire de l'homme reprenant en compte l'histoire de l'histoire. Donc tout est contenu dans Fucis. Je peux donc, en fonction des axes de signification d'un fragment, avoir 1, 2, 3, 4 explications. Mais j'ai jamais fini. C'est pour ça que, si vous voulez, moi, il m'est arrivé, aussi bien avec des patients qu'avec des correspondants, de passer plusieurs heures sur un fragment. Et même si on a passé plusieurs heures sur un fragment, quand on décide d'arrêter parce qu'on a faim et on a envie de matérialiser la Fucis par la jouissance d'un bon Côte-du-Rhône et d'un bon sandwich saucisson, on arrête. Mais on n'a pas fini. Et finalement, c'est autour du verre de vin et du bon saucisson que l'on matérialise l'incarnation de la Fucis, qui est jouissance charnelle. Alors on parle d'elle sous une autre forme. Alors par contre, là, vous avez cité Hegel, là, je crois, l'histoire, c'est la nature prenant conscience d'elle-même. Mais il y a une phrase de Élisée Reclus où il dit, je crois, l'homme est la nature. Mais du coup, en fait, quelle est la phrase de Hegel et quelle est la phrase de... Enfin, Reclus, bon, il y a cette phrase de Reclus, mais est-ce que Reclus, il reprend sous une autre forme Hegel? Et justement, cette phrase de Hegel, c'est d'où, en fait? Je ne sais pas qui a repris qui, mais il y a une coexistence de cette problématique universelle qui, à partir du moment où va émerger la radicalité historique des temps nouveaux, et que les mirages de l'aliénation se brisent, il y a un automouvement de compréhension interpersonnelle et impersonnelle de cette réalité. Parce que si vous prenez le 3e manuscrit de Marx dans les manuscrits de 44, il dit aussi la même chose. Donc, Reclus, Hegel, Marx, on retrouve la même chose chez Rosa Luxembourg. Et on retrouve d'ailleurs la même chose avec Bordiga quand il positionne le communisme comme plan de vie de l'espèce à partir de la nature, se faisant conscience. C'est-à-dire que tout le monde, sur une temporalité de 50 ans, a repris, dit, ouvert cette formule. Elle appartient à personne. Tout le monde, sous une forme ou sous une autre, a ouvert le chemin parce qu'il est de totale évidence que nature et histoire ne sont pas séparables. Et là, j'invite vos auditeurs à lire le 3e manuscrit de Marx sur les manuscrits de 44, où justement, il positionne la nature, l'histoire et l'homme comme une unité radicale. Il dit, l'homme n'est pas dans l'histoire, l'homme n'est pas dans la nature, il est la nature consciente et il est la nature humaine. Et c'est ça l'être générique. Du coup, là, vous pouvez peut-être commencer la deuxième partie, là, sur la conscience malheureuse et l'amour. Alors, concernant cette deuxième partie, je vais faire une synthèse la plus synthétique possible, parce que, comme nous l'ont demandé un certain nombre de correspondants ou de contacts, saisir en quoi la phénoménologie de l'esprit, telle qu'elle renvoie au manuscrit de 44, au Grundrisse, au Capital, à la science de la logique, puis à tous les textes qui vont mener finalement à la critique du programme de Gotha, fait sens dans une activité d'analyse et de dévoilement du faux, c'est partir finalement sur un certain nombre de cheminements. Les cheminements les plus importants qu'on a éprouvés avec ses correspondants ou avec ses patients par rapport à la phénoménologie de l'esprit, c'est des traces méthodologiques, en se rappelant toujours que méthodologie, ça vient de méta et de odos. Odos, c'est le chemin.
mais odos, c'est pas simplement le chemin au sens de route, c'est le chemin en auto-déployé, ça renvoie à la FU6, c'est un auto-déployé qui chemine et qui n'est pas simplement une trajectoire sur le sol, mais qui est une trajectoire existentielle dans la nature et dans l'histoire. Donc les moments clés de ce cheminement, c'est amour, vérité, histoire et révolution. Qu'est-ce qui fait que vous, qu'est-ce qui fait que moi, à un moment donné, nous avons conscience du fait que nous sommes conscience malheureuse? Qu'est-ce qui fait, à partir de là, possibilité pour nous de renverser cet état de conscience malheureuse? C'est la compréhension que la conscience malheureuse est une conscience qui est aliénée, qui est donc étrangère à elle-même, parce que précisément, le vécu contemporain est domestication et enfermement dans l'inhumain, dans l'anti-humain. Le degré ultérieur et suprême de la marchandisation, c'est la chosification. La chosification, c'est le moment où l'homme est, pour reprendre l'expression de 1844, totalement dessaisi de son saisir. Et là, alors là, on retrouve Héraclite, Parménide, Hegel et Marx, c'est le dessaisir. Tous les fragments que nous avons analysés tout à l'heure renvoient au dessaisir, et Marx a positionné la problématique du dessaisir suite justement à la problématique Démocrite, Épicure, contre la passivité d'un atomisme statique, aliénatoire, la redécouverte d'Épicure, la compréhension radicale et subversive du clinamen, et ce qui nous renvoie à Bordiga, la compréhension du fait que le déterminisme de l'histoire est l'antithèse absolue de la passivité. L'antithèse absolue de la passivité, au sens où qu'est-ce que la conscience de l'homme qui veut jouir, s'émanciper? C'est l'homme qui produit en lui le mouvement d'intellection de la nécessité. Bon, autrement dit, j'ai face à moi un individu en souffrance, j'ai face à moi un couple en souffrance. Cela, c'est notre déportation dans l'inhumanité du monde qui fait que la conscience malheureuse est le lot obligé de notre quotidianité asservie. La quotidianité asservie par le fétichisme de la marchandise, c'est ma réduction dans le système de l'économie narcissique des échanges à être une représentation monadique, atomistique, névrotique, totalement coupée de sa naturalité ontologique, coupée de toute physis, coupée de tout logos. Donc, la conscience malheureuse, c'est une conscience qui découle de la grande déportation des hommes dans le mouvement ascensionnel de la valeur d'échange, depuis que par la révolution néolithique, on est passé des communautés de l'être à la société de l'avoir. Les communautés de l'être sont des communautés incomplètes de l'être incomplet, puisqu'il y a une aliénation à l'intérieur de ces communautés, puisqu'elles butent sur l'universalité du comprendre, sur l'universalité du jouir, sur l'universalité du saisir, le nécessaire saisir. Mais elles sont encore naturelles. Le passage à la société de l'avoir, c'est l'engrenage qui, de naturalité réduite en naturalité réduite, va aboutir à l'antinaturalité achevée. Le communisme, dit Marx, c'est le naturalisme achevé. Le capitalisme réalisé de la domination totale contemporaine, c'est l'antinaturalisme achevé. Donc, quand je parle à un individu, quand un couple nous parle et qu'on parle de notre dépossession, de notre aliénation, de notre non-jouissance, de notre angoisse, de notre angustia, de notre non-resserrement, on parle du fait que nous sommes absents à notre propre corps générique. Qu'est-ce que le corps générique? C'est l'étendue de notre existence. Si mon corps générique n'avait pas une étendue, il serait invisible, il serait inexistant. Mon exister, c'est-à-dire le mouvement par lequel mon corps générique est posé dans l'espace-temps de l'histoire du monde, c'est le fait qu'il pose une étendue qui va rencontrer d'autres étendues. Mais cette étendue, elle est angoisse et resserrement, parce que de le champ historique universel, des blessures, des brisures, des cassures qui, depuis le néolithique, ont construit l'homme contemporain, des millions et des millions d'espaces affectifs, sensuels, historiques, m'échappent. De la même manière
que la société contemporaine est une société où j'échappe à mon existence, mon corps sensuel échappe à l'existence de cette histoire. Donc je suis toujours en situation de malaise. Donc la question qui est posée par l'homme qui ne va pas, ou par le couple qui ne va pas, c'est la compréhension, dit Hegel, et reprendra Marx sur le dessaisir, que je suis coupé de moi-même. Je suis amputé de mon souffle. Et je suis amputé de mon souffle parce que je ne peux pas l'incarner dans une matérialisation complète qui fait savoir absolu au sens du sapio, de l'absolue richesse du monde. Le savoir absolu, je le dis souvent, c'est pas un savoir mécanique de multiples spécialités. Le savoir absolu, c'est le savoir de l'absolu, c'est-à-dire la compréhension sensuelle et historique de tout ce qui fait le rythme du monde depuis que les hommes sont dépossédés de leur humanité. Quand je suis né, j'ai basculé dans le monde de l'inanité, de la vacuité, de la domestication, et des pans entiers de ce qui fait le monde sont pour moi des étrangetés, l'étrangéité aliénatoire du monde, dit Hegel. Autrement dit, des pans entiers de la réalité qui font ma réalité m'échappent, ne sont pas signifiants, ne sont pas appréhendables, ne sont pas compréhensibles dans ma vie individuelle, dans ma vie de couple, dans ma vie avec les autres. Et l'angoisse vient du fait que je suis resserré en mon petit être atomistique, névrotique, narcissique, qui ne saisit pas la totalité de la fusis en mouvement. Et acquérir la certitude de soi-même, c'est comprendre que ma singularité ne trouve son explication que dans le mouvement historique par lequel je fais acquisition de l'universalité historique du monde. Donc, à partir de là, amour, vérité, histoire et révolution se tiennent, ils découlent de la fusis organique. Quand je dis fusis organique et que je dis croître, que je dis sensation, que je dis sensualité et que je dis conscience, je dis ce que dit Marx dans les manuscrits de 44, l'amour est la chose la plus naturelle qui soit en l'homme, la relation la plus naturelle, c'est l'homme, en la nature et en l'histoire, et la relation la plus naturelle de l'homme à l'homme, c'est la relation de l'homme à la femme. Donc, c'est la relation d'amour, de radicalité, qui se positionne dans l'histoire et dans le devenir. De la même manière que Marx dit, l'humanité est révolutionnaire, ou elle n'est rien. Je dis l'amour est révolutionnaire ou elle n'est rien. Je dis la vérité est révolutionnaire ou elle n'est rien. L'affection, la sensualité sont révolutionnaires ou elles ne sont rien. Qu'est-ce que j'entends par révolution? J'entends par révolution la signification primordiale et étymologique du révolutio, c'est-à-dire le retour à l'origine en tant que retour désaliénant, en tant qu'acte ontologique radical par lequel je retourne à l'être générique de ma véritable substance émancipée. Donc, s'aimer, non pas dans le périmètre narcissique de la représentation spectaculaire, de la marchandise humaine, mais s'aimer en tant que s'apprécier ontologiquement, c'est faire œuvre révolutionnaire entre le faux et le vrai. Le désir vrai et le désir faux, l'ordre de la marchandise aliénatoire et l'ordre de la relation érotique de l'être générique. Aimer l'autre, c'est avoir une relation d'amour révolutionnaire à l'autre qui épouse la révolution mondiale du comprendre radical qui, du néolithique jusqu'à aujourd'hui, nous impose, lorsque la crise terminale de l'aliénation surgira, de produire l'éradication définitive de toute aliénation. Autrement dit, amour, vérité, histoire et révolution, en tant que vraie substance du mouvement générique de retour à l'homme dans son humanité profonde, c'est en lui, en son couple, dans sa relation aux autres, avoir un dialogue de révolution universelle avec le mouvement de l'histoire universelle dont nous ne sommes qu'une parcelle. Je n'ai pas de singularité. Vous n'avez pas de singularité. Deux individus en couple n'ont pas de singularité, si ce n'est que leur singularité
a une identité et une caractéristique, qui n'a pas son scénario autonome, mais qui a un scénario qui représente un seuil donné de l'histoire du monde. Le malaise, la déprime, la dépossession, l'allée-mal, tout ça résulte du fait, pour parler en termes hegéliens, que nous n'avons pas le savoir radical, absolu, de tout ce déployer aliénatoire, et que des pans entiers de notre histoire nous échappent, parce que des pans entiers de l'histoire du monde nous échappent. Et les pans entiers de l'histoire qui nous échappent en nous épousent ceux de l'histoire du monde que nous n'avons pas saisis. Autrement dit, produire l'acte d'auto-émancipation par lequel l'amour, la vérité, l'histoire ont un sens, c'est saisir l'acte signifiant de révolution qui doit les traverser, puisque la physis est un grandir infini de croître qui nous ramène aux origines essentielles du primordial. Et c'est donc à partir de cet acte de radicalité qui fait que je me positionne en situation révolutionnaire par rapport à l'histoire, que je me pose en situation révolutionnaire par rapport à moi-même, que je me pose en situation révolutionnaire par rapport à l'homme ou à la femme que j'aime. Et aimer l'autre n'a de sens que si je l'aime dans cette radicalité révolutionnaire du monde qui fait que nous ne sommes pas deux solitudes paumées qui s'agrégeons pour voir le temps passer et pour effectivement essayer d'évacuer les traumas que l'ordre du monde a mis en nous à travers les scénarios familiaux des brisures, mais parce que nous nous réapproprions notre histoire comme agent actif, comme agent de radicalité, nous sortons de l'en-soi limité de notre enclosure dans le temps aliéné de la représentation narcissique des échanges, pour produire le pour-soi radical de la vraie caresse, de la vraie sexualité, de la vraie conscience. Tout ça à rebours de la dialectique industrielle, de la marchandisation forcée qui a produit le temps contemporain, de la liberté dictatoriale du profit démocratique, qui n'est pas simplement un profit économique, mais qui est un profit narcissique des échanges, puisque la rencontre de deux êtres en ce monde de la brisure est coupée de toute histoire pour cultiver la macération toxique de la compensation du « je suis bien avec toi, tu es bien avec moi, enfermons-nous dans ce petit monde séparé de l'histoire, creusons notre petit jardin personnel ». Et c'est ça qui produit la dépossession, l'angoisse et la mort. Donc, saisir l'amour, la vérité et le devenir comme réalité radicale, mais ça nous ramène tout simplement, bien évidemment, à Marx et à Engels et à Hegel sur les manuscrits de 1944 et sur le fétichisme de la marchandise, la phénoménologie de l'esprit et la science de la logique, mais tout se tient. Tout se tient parce que la grande rupture hegelienne, la grande rupture hegelienne est venue quand précisément Hegel a brisé l'imposture kantienne qui contenait toutes les impostures philosophiques nées à partir de Socrate et qu'il est retourné au présocratique. Donc, saisir l'amour, la vérité et l'histoire dans la perspective révolutionnaire que Hegel et Marx se sont posés, c'est avec humilité comprendre qu'elle est déjà posée dans les fragments de cette primordialité, dans ces tout petits fragments, mais qui sont d'une richesse infinie, parce que précisément, l'arc de la vie doit tuer la mort, parce que la physis du croître doit briser les impostures de l'opinion première, et tout simplement parce que le penser de la radicalité singulière doit épouser la radicalité du penser mondial. Donc tout se tient. Il n'y a pas les présocratiques, il n'y a pas Hegel, il n'y a pas Marx, il y a tout le devenir du monde dans ces contradictions historiques qui poussent à la réappropriation de l'humanité par les hommes eux-mêmes. Et il y a donc une même unité dialectique qui est posée, le tout est l'ordre du monde. Mais puisque le tout est l'ordre du monde, je ne peux pas avoir... alors, bien évidemment, quand la crise terminale aura lieu et que tout s'effondrera, nous aurons tous la capacité, dans le tumulte communautaire, de recréer la communauté. Mais en attendant le tumulte terminal qui recréera la communauté, j'ai une vie individuelle, on a des vies de couple, on est enfermé dans le mensonge du monde. La question qui est posée par mes correspondants et mes patients, c'est même si nous ne vivons pas encore la crise terminale, est-il possible, dans le monde de l'horreur absolue et du mensonge concentrationnaire, d'avoir des relations existentielles, amoureuses, affectives, qui aient du sens? Mais bien évidemment.
Et le seul trajet pour que tout cela ait du sens en attendant la crise terminale, c'est que nous épousions dans nos vies individuelles les parcours de l'histoire totale. Autrement dit, c'est parce que j'épouse le parcours de l'histoire totale du devenir révolutionnaire mondial que le monde de ma petite singularité personnelle n'est plus un atome narcissique perdu, mais qu'il est une parcelle de cette universalité en mouvement. Et c'est ce qui fait que quand je fais l'amour, quand je respire la forêt, quand je mange, quand je fais tout ce qui est le faire humain, je transcende la domestication. Alors bien évidemment, je ne la transcende pas totalement, puisque je suis toujours en le monde de l'aliénation, mais je suis en le monde de l'aliénation et en même temps dehors, puisque je suis radicalement contre, et que mon contre n'est pas simplement une pensée cogitante ou sciente, mais une pensée sapiente. Et parce qu'elle est une pensée sapiente de l'érotisme, de la sensualité et du toucher de la fucis dans toutes ses formes de grandir, mon corps est un corps présent. Mon corps n'est pas un corps absent, désarticulé par le devenir du capital. Il se sait présence au monde dans toutes les saveurs du véritable ressentir. Et à partir de là, je comprends tous les mensonges du monde, l'imposture du terrorisme, je comprends l'imposture des mythes de toutes les guerres, de la première, de la seconde et de toutes les autres, et de celles qui ont précédé. Je comprends tous les mensonges qui, depuis le néolithique jusqu'à aujourd'hui, ont effectivement martelé la dépossession des hommes. Et c'est parce que ma conscience radicale de sapio comprend la totalité des mensonges du monde, de la révolution néolithique à aujourd'hui, que je peux faire de ma vie sensuelle et sensitive une vie de conscience radicale qui renverse les mensonges que le monde de la reproduction veut faire rentrer dans mon existence. Donc, un individu aujourd'hui, en situation non pas de bonheur absolu, ça ce sera demain dans la commune émancipée, mais en situation de bonheur relatif, un couple en situation de bonheur relatif, une émergence de vie en situation de bonheur relatif, c'est une vie qui s'est réapproprié la fucis du monde, qui s'est réapproprié la conscience de l'absolu du monde, qui s'est réapproprié la phénoménologie de l'esprit du monde, et qui donc aboutit à la claire compréhension de l'être générique, et donc à la radicalité subversive qui fait que plus jamais, je ne confondrai les vrais plaisirs et les fausses joies. Donc le monde de la marchandise peut continuer à se développer jusqu'à sa crise terminale. Il y a en moi quelque chose aujourd'hui d'invariant qui fait que je ne serai plus dupe dans aucun domaine de l'extériorisation de la fusis de mon cœur, de la fusis de mon corps, de la fusis de ma conscience. Le monde ne pourra plus jamais confisquer ce qui fait ma matrice substantielle. Je n'aurai plus jamais d'angoisse générique. J'aurai par moments des inquiétudes, j'aurai par moments des difficultés, par moments je buterai sur certaines configurations existentielles de mon quotidien. Mais je serai un roc parce que je saurai de manière définitive que dès lors que je maîtrise, dans le cadre de la phénoménologie de l'esprit, le déroulement de la conscience historique du corps du monde, je maîtrise le monde de mon corps et je maîtrise le corps qui fait monde en moi. Présocratique, Hegel, Marx, tout se tient dans une unité dialectique radicale, parfaite, au sens où, comme le disait Bordiga, l'émancipation de la communauté humaine est bien le plan de vie de l'espèce. Mais ce n'est pas un plan de vie de l'espèce qui est fait par un démiurge sur un tableau avec des craies, des croix, des règles, des tirets, des triangles. C'est un plan automouvement générique de la fusis. Le plan de vie de l'espèce, c'est l'automouvement générique de la fusis confisquée par la société de l'avoir. Et dès lors que je comprends cette confiscation, elle ne me confisque plus. Comprendre la confiscation, c'est cesser d'être confisqué par elle. Et vivre en amour, en tendresse, en conscience, c'est se déconfisquer, c'est produire l'acte du dessaisir, réactiver sur le ressaisir, et c'est à partir de là se réapproprier notre propre existence comme saisir de notre propre vie.